Ravi de vous retrouver dans le débat sur France 24 consacré à la politique française aujourd'hui. Qui pour gouverner la France? C'est un véritable casse-tête. Après avoir reçu les représentants du nouveau Front populaire, dont Lucie Castet vendredi, Emmanuel Macron a poursuivi les consultations ce lundi avec Marine Le Pen, Jordan Bardella, Éric Ciotti et le président du Sénat, Gérard Larcher, ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. L'hypothèse d'un gouvernement de gauche sans ministre insoumis ne change strictement rien pour le Rassemblement national, le RN, qui votera la censure si le nouveau Front populaire est nommé à Matignon, ont indiqué Marine Le Pen et Jordan Bardella à la sortie de leur entrevue avec le président français. Jean-Luc Mélenchon qui avait affirmé samedi qu'il était prêt à soutenir un gouvernement du nouveau Front populaire, même sans participation de ministres insoumis. Après la parenthèse des Jeux Olympiques, Emmanuel Macron devrait prendre une décision cette semaine. Gabriel Attal gère les affaires courantes à Matignon depuis maintenant 41 jours. Alors on va revenir sur cette rentrée politique, sur ce casse-tête de la nomination d'un nouveau ou d'une nouvelle première ministre. Quelles sont les options pour Emmanuel Macron? Que ressort-il des consultations avec Marine Le Pen, avec Éric Ciotti? La déclaration de Jean-Luc Mélenchon change-t-elle la donne pour une éventuelle nomination de Lucie Castet? On va revenir aussi sur la réaction du patron du MEDEF au programme de la gauche qu'il juge, je cite, insupportable pour le pays. On en discute avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Julie Martinez. Bonsoir. Bonsoir. Directrice générale de France Positive, dont le président est Jacques Attali. Merci d'être là. En face de vous, Virginie Leguet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste politique. Bienvenue à vous également. Bruno Cotresse est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Politologue, chercheur au CEVIPOF, également enseignant à Sciences Po. Et puis Sylvain Bourmont est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Directeur du quotidien en ligne AOC Média, producteur et animateur de l'émission La Suite dans les idées. Et ça, c'est sur France Culture. Avant de démarrer justement ce débat, je vous propose d'écouter d'abord les réactions de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. C'était ce matin. Ils ont été reçus, je vous le disais, par Emmanuel Macron. Et voici ce qu'ils ont dit sur la nomination éventuelle d'un gouvernement de gauche sans les insoumis. Le nouveau Front populaire est dirigé par la France insoumise. Voilà. Le plus brutal, le plus violent, le plus excessif, le plus outrancier est celui qui impose sa loi. Et c'est ce qui s'est passé durant 2 ans. Donc l'idée qu'il y ait un gouvernement du nouveau Front populaire où il n'y aurait pas de ministre insoumis ne change strictement rien. C'est la France insoumise et donc c'est Jean-Luc Mélenchon qui dirigera en réalité ce gouvernement. Bruno Cotresse, je commence par vous parce que vous êtes un peu le politologue, donc pour donner un peu de profondeur. Donc, quelle est la stratégie du Rassemblement national? Parce qu'on les attendait au tournant aujourd'hui. Pour le moment, ils sont très cohérents avec ce qu'ils ont déclaré. Rappelons qu'au lendemain des législatives, ils avaient dit, nous, ça sera censure s'il y a des insoumis ou des écologistes. Donc ça faisait déjà 2 sur 4 des membres du nouveau Front populaire. Donc un Rassemblement national qui est assez cohérent et qui cherche surtout à conserver on va dire une forme de prééminence dans leur secteur de l'électorat, qui lui évidemment ne veut pas du tout entendre parler du programme du nouveau Front populaire. En particulier, j'imagine que Marine Le Pen et Jordan Bardella, ils ont en ligne de mire toutes les questions relatives à la sécurité, à l'immigration, même si sur la réforme des retraites, ils ont laissé penser que peut-être ils pouvaient voter l'abrogation de la réforme des retraites. Donc voilà, un Rassemblement national qu'on n'a pas beaucoup vu. Non, pas beaucoup entendu non plus. On va dire qu'il soit tombé de l'échelle au lendemain des élections législatives. On se rappelle qu'on était dans l'ambiance Bardella à Matignon, au lendemain du premier tour. Donc un Rassemblement national qui a fait discret pendant tout l'été et qui est sans aucun doute en train de vouloir revenir en force. Virginie Leguet, c'était surprenant justement cette déclaration, ou vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Bruno Cotresse? C'était pas du tout surprenant, c'est extrêmement en ligne avec tout ce que fait et dit le Rassemblement national depuis les résultats du deuxième tour. Ils ont été très silencieux cet été, sans doute ont-ils été un peu pris à revers par le résultat législatif. Rappelez-vous, le débarrage de ces élections, tout le monde disait « Ah là là, ils vont avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale ». Et puis il y a eu une très forte mobilisation. Et non seulement ils n'ont pas eu de majorité absolue, mais ils ont été très loin de ça. Donc je pense qu'il a fallu... 126 députés à l'Assemblée nationale. Oui, donc on est très loin des 287
7 députés qu'il faut pour la majorité. Donc il a fallu le temps qu'ils digèrent, il a fallu le temps qu'ils réfléchissent à leur rentrée. Leur rentrée, elle est à peu près posée, c'est-à-dire qu'elle est toujours dans leur ligne. On travaillera sur les textes qui nous conviendront et on refusera toujours, mais ça ils le disent depuis le début, tout insoumis et tout écologiste dans le gouvernement, ce qui est une façon de rendre la chose quasiment impossible, ou en tout cas de dire à Emmanuel Macron, il faut quelque chose qui soit au centre-gauche ou au centre-droit, puisqu'ils savent bien qu'eux-mêmes ne feront pas partie de ce gouvernement. Julie Martinez, donc ça veut dire concrètement qu'ils voteront une motion de censure si effectivement quelqu'un comme Madame Castet est nommé Premier ministre. Oui, c'est vrai, ils l'ont très clairement dit, encore une fois, au soir de l'élection législative. Je suis d'accord avec mes camarades, ça tranche effectivement avec le silence pendant la période estivale. J'insiste aussi sur le fait que, normalement, ce parti se nourrit quand même de la colère populaire. On a fait face à une trêve enfin heureuse pendant les Jeux Olympiques qui n'a pas permis finalement au RN de se positionner politiquement également pendant l'été. Et là, au regard... C'est la fin de la trêve. C'est la fin de la trêve. Ils sont en plus revigorés par une partie de la classe politique qui ne fait pas la distinction, encore une fois, entre les élus de la France Insoumise et le programme de la France Insoumise, et donc ils peuvent également surfer sur la vague de droite avec Éric Ciotti et l'ex-majorité, pour être renforcé et arriver avec un positionnement de motion de censure, mais pas que. Ils demandent une session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Ils demandent également à ce que les 11 millions de Français soient entendus par le président de la République. Et puis, ils mettent le président face, encore une fois, à la question du référendum. Ils continuent encore avec cette petite musique qu'ils avaient déjà initiée au soir de l'élection législative. Donc, rien d'étonnant. Ils tranchent enfin ce silence, mais rien d'étonnant. Session extraordinaire à l'Assemblée nationale, tout de même. C'est ça que demande Sylvain Bourmont, c'est ce qu'a affirmé Marine Le Pen. On comprend bien pourquoi, parce qu'ils ont beau dire on va voter une motion de censure, encore faut-il qu'ils puissent la voter, cette motion de censure. Je rappelle donc quand même il faut que les députés puissent siéger. Un gouvernement nommé sous la Ve République n'a pas besoin d'obtenir un vote de confiance pour exercer son pouvoir. Et donc, la première motion de censure qui peut survenir, elle survient à la faveur d'un vote sur un texte. Et donc, il peut se passer un certain temps entre cette semaine ou la semaine prochaine et puis le vote de la première motion de censure. Mais après tout ça est parfaitement normal. Et j'ai envie de dire... allons-y, qu'il y ait motion de censure pour tel ou tel gouvernement. On respecte les procédures prévues par la Constitution, mais ce qui n'est pas vraiment prévu, c'est qu'on n'ait pas de gouvernement. Blocage. Donc allons-y pour les motions de censure, dans un sens, dans l'autre. Je pense que c'est la logique des institutions. Même si ça aboutit à un blocage, à une paralysie, parce que motion de censure... La paralysie, c'est aujourd'hui. Je pense que les motions de censure, ce n'est pas nécessairement la paralysie. On a l'impression qu'on veut aller un coup après, tout de suite. Non, il faut prendre les choses dans l'ordre, en fait. Et là, c'est au président de la République de nommer une ou un Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon, qui avait affirmé samedi qu'il était prêt donc à soutenir un gouvernement du nouveau Front populaire, même sans la participation de ministres insoumis. On va écouter maintenant la réaction d'Olivier Faure, le secrétaire général du PS. Jusqu'ici, ce qui posait difficulté au président de la République, c'est qu'il y avait la possibilité de ministres insoumis au gouvernement. Jean-Luc Mélenchon, ce week-end, a expliqué les choses. Il a dit « Je suis prêt à un gouvernement où les insoumis soutiennent, mais ne participent pas au gouvernement. » Et donc, le prétexte qui jusqu'ici servait à refuser la nomination de Lucie Castet est levé. Et donc, je ne vois pas d'obstacle désormais au fait que Lucie Castet soit nommée. Bruno Cotresse, on a beaucoup parlé du coup politique de Jean-Luc Mélenchon un peu pendant ce week-end. Est-ce que cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon peut encourager Emmanuel Macron à nommer Lucie Castet Première ministre? Ce qui est certain, c'est que ça change quand même un peu pour le chef de l'État, au minimum l'argumentaire qu'il va devoir présenter. Au fond, jusqu'à ce coup tactique de Jean-Luc Mélenchon, l'argumentaire était très simple, de dire « moi j'ai réuni les forces politiques ». Et toutes m'ont dit qu'elles feraient tomber un gouvernement avec des ministres insoumis. Donc le chef de l'État pouvait presque se présenter en quelqu'un qui était une sorte de facilitateur. Il aurait voulu, lui, que cette solution marche. Et puis finalement, tout le monde lui a dit c'est pas possible. Là, on voit que le chef de l'État, il va pas pouvoir tenir cette Donc c'est une ligne rouge, finalement, qui n'existe plus. Il va devoir donner du contenu. S'il refuse de nommer Lucie Castet, s'il refuse de nommer au fond un gouvernement nouveau Front populaire, y compris sans les insoumis, ça veut dire que le chef de l'État va devoir donner du contenu à son argumentaire, va devoir expliquer pour quelles raisons de politique publique, pour quelles raisons de gouvernance, il ne nomme pas ce gouvernement. Et donc c'est beaucoup plus coûteux
pour le chef de l'État. Ça veut dire qu'il doit sortir du bois et qu'il doit il va pouvoir un peu moins se réfugier dans la posture de celui qui constate la situation. Il en devient un acteur. Il est de toute façon un acteur évidemment capital de cette histoire, mais le chef de l'État a essayé, au lendemain des législatives, de se mettre un peu en retrait. Rappelez-vous sa lettre du 10 juillet, où il dit que les partis politiques me fassent des propositions qui montrent qu'ils sont capables de former des coalitions et d'avoir un gouvernement stable. Là, il va devoir vraiment rentrer dans l'argumentaire et dans le contenu de cet argumentaire. Mais est-ce que ça veut dire que Lucie Castet, effectivement, a plus de chances d'être nommée ? Alors, plus de chance, je ne sais pas. En tout cas, ce que ça prouve, c'est que le président de la République est pris de court et n'a pas anticipé, encore une fois, la réaction de la gauche, comme il ne l'avait pas anticipé au soir de la dissolution en termes de coalition du NFP. Il n'avait pas anticipé également les résultats des législatives, puis après la candidature commune. Et là, ce coup de Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, les choix ne sont pas indéfinis. C'est-à-dire qu'il peut tout à fait nommer Lucie Castet, après ce coup de Jean-Luc Mélenchon, quitte à accepter effectivement qu'une politique du NFP vienne détricoter sa politique sur les 7 dernières années, y compris économique, où on passerait d'une politique du ruissellement à une politique de la demande, ou refuser de nommer Lucie Castet, mais alors là, faire face à la fronde populaire, à la fronde de gauche, mais pas que de gauche. On a déjà des voix qui commencent à s'élever avec, par exemple, Jean-Louis Debré, De Villepin, et puis quand même, il faut expliquer au peuple qui s'est déplacé massivement dans les urnes pour faire Front républicain. Et j'en finis vraiment très rapidement. Ce que ça prouve également, c'est que le président de la République fait le jeu irresponsable des partis de droite en refusant de reconnaître les résultats de l'élection législative, alors que la gauche, si on lui donnait en tout cas au moins la possibilité de gouverner, devrait le faire sans majorité absolue, sous le contrôle du Parlement, et de toute façon serait forcé de négocier pour appliquer chaque point du programme. Là, ce sectorisme pose un vrai problème démocratique qui remet en tout cas en question la politique actuelle d'Emmanuel Macron, qui se dit ouverte et démocratique, puisqu'il demandait une clarification après la dissolution. Comment est-ce que vous expliquez aux Français qui se sont déplacés si massivement dans les urnes, nous n'allons pas appliquer le programme? On ne peut pas vraiment dire que la situation soit clarifiée. Bah non, en tout cas, on est dans un blocage qu'il a initié lui-même et il a les clés pour en sortir. Il faut qu'il nomme un Premier ministre. Il faut qu'il nomme un Premier ministre normalement issu du parti de la coalition qui a remporté l'élection législative. Virginie Leguet, c'est vrai qu'ils l'ont remporté, mais ils sont encore très loin de la majorité absolue. Je reprends les chiffres. Donc le nouveau Front populaire, c'est 193 députés sur 577. Le Rassemblement national, c'est 126. Et Ensemble, Modem et Horizon, ils sont deuxième. Ils ont 163 députés. Donc ça n'a pas changé depuis un mois. On est toujours dans, dans ce tripartisme. Mais est-ce que vous pensez, comme Julie Martinez, que c'est ce que vous vouliez dire? Je pense que, justement, Lucie Castet serait, a priori, la candidate, disons, la plus évidente. Disons que le nouveau Front populaire a mis quand même très très longtemps à trouver ce nom. Je rappelle qu'au soir du deuxième tour des législatives, ils avaient dit dans la semaine qui vient, on vous proposera un nom de Premier ministre. Il n'y a non seulement pas eu la première semaine, mais la deuxième semaine, je crois qu'il a fallu attendre 16 jours pour que le nom Lucie Castet surgisse. Et là, Emmanuel Macron avait une fenêtre de tir magnifique qu'il n'a absolument pas utilisée. Maintenant que le nom de Lucie Castet a été lancé, et maintenant que Lucie Castet a quand même été sur le front tout l'été, il faut bien reconnaître qu'elle a fait campagne, que les partis du nouveau Front populaire ont fait campagne, ils ont été sur tous les fronts, ils se sont déplacés, elle a expliqué, réexpliqué, elle s'est plutôt bien sortie de ce grand oral. Et là, Emmanuel Macron, je trouve, est dans une forme de paralysie, c'est-à-dire qu'il est au bord d'une cohabitation à laquelle il ne se résout pas. C'est-à-dire que nommer Lucie Castet, ça le ferait entrer dans une cohabitation dure, parce que Lucie Castet, on voit bien, elle et les partis qui sont derrière elle, ils vont mener l'exacte politique contraire de la sienne. Et là, il n'aura plus de pouvoir, Emmanuel Macron. Ça se passera entre Lucie Castet et l'Assemblée nationale, mais Emmanuel Macron sera totalement passif. À condition qu'elle puisse passer les textes à l'Assemblée nationale. Alors ça, c'est une autre affaire, mais de toute façon, lui sera sorti du jeu. Et c'est ça, je crois, qu'il n'arrive pas à accepter, c'est de sortir du jeu. Il veut garder la main, mais il y a un moment, il va falloir qu'il cède. Il a été pris au piège de sa propre lenteur. Et Jean-Luc Mélenchon a montré qu'au jeu du poker menteur, il était le plus fort. Et là, il va bien falloir qu'il sorte du jeu. Et je suis d'accord avec mon voisin, maintenant, il faut y aller. D'une façon ou d'une autre, il faut y aller. On est trop près de la fin de l'été, on est trop près du début de la session parlementaire, il y a un budget qui se prépare, et le budget, je rappelle que c'est bien sûr les chiffres, mais c'est la ligne politique. Si là, ça se prépare à la va-vite n'importe comment, c'est tout simplement pas sérieux. Alors on va revenir justement sur qui est Lucie Castet, parce que on la connaît peu en France, mais autant vous dire qu'à l'international, on ne la connaît pas du tout. Alors on va voir un peu son portrait avec Noémie Roche. En pleine tournée des universités l'été, Lucie Castet est accueillie comme une rockstar
par les militants de la France insoumise. Merci beaucoup. On m'avait promis un accueil très chaleureux et je dois dire qu'il n'y a pas de déception. Merci beaucoup, je suis très heureuse d'être là. Même enthousiasme au Parti communiste ou chez les écologistes. Encore inconnue au début de l'été, Lucie Castet est parvenue à faire consensus chez les militants des 4 composantes du nouveau Front populaire. Décrite comme déterminée et solide, la haute fonctionnaire de 37 ans, actuellement directrice des finances et des achats à la mairie de Paris, a annulé ses congés pour passer l'été à Plancher. Née à Caen, diplômée de Sciences Po Paris et de l'ENA, elle a travaillé à la Direction générale du Trésor et a dirigé Tracfin, la cellule française de renseignement financier. Elle a également passé 3 ans comme conseillère au cabinet de la maire de Paris, Anne Hidalgo, chargée du budget et de la finance verte. En 2021, Lucie Castet a cofondé le collectif Nos services publics, dont elle est aujourd'hui la porte-parole. Des services publics qu'elle place au cœur de ses priorités, en plaidant pour dépasser les clivages partisans. Nos grandes orientations politiques. On redonnera toute sa place au travail parlementaire. Et redonner sa place au travail parlementaire, ça veut dire discuter avec des gens qui ne sont pas nécessairement favorables au nouveau Front populaire, mais qui sont favorables aux grandes priorités qu'on porte. Je vous donne un exemple, le service public. Je ne vois pas quel groupe politique à l'Assemblée votera contre le fait qu'on revalorise les infirmières qui travaillent la nuit ou qui votera contre le fait qu'on revalorise la rémunération des enseignants. Très engagée sur l'école, l'hôpital et la justice sociale, Lucie Castet plaide aussi pour une meilleure redistribution des finances mondiales. En accord avec le programme du NFP, elle entend abroger la réforme des retraites, revaloriser les salaires ou encore relever les minima sociaux, tout en assurant être prête à faire des compromis. Sylvain Beaumont, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est déterminée. Mais il est très bien ce portrait de la nouvelle Première ministre. Parce que je pense que tout... Nouvelle Première ministre, pas encore. Non, mais soyons sérieux, je pense que toute la logique porte à ce que Emmanuel Macron la nomme Première ministre. Il renierait totalement son programme. Mais peu importe, il y a des élections. C'est le jeu des élections. On est au bord d'une crise institutionnelle majeure. Si Emmanuel Macron ne nomme pas Lucie Castet, il n'a qu'une raison de ne pas le faire. C'est qu'il aura réussi à construire une autre coalition qui regroupe à côté de Ensemble, du Modem et d'Horizon les Républicains, et qu'il y aura cette coalition de droite avec un nombre légèrement supérieur de députés à la coalition de gauche. C'est une alternative encore possible. Mais c'est encore possible. Jusqu'à présent, on n'en voit pas la couleur, parce que tout le monde se projette dans l'élection présidentielle et dans d'autres calculs. Donc deux choses l'une. Là où je ne suis pas d'accord avec Bruno Cotteret, je pense que les arguments qu'on attend pour éventuellement refuser Lucie Castet ne sont pas des arguments de politique publique ou de fond, ce doivent être, pour moi, des arguments de coalition. C'est-à-dire qu'il y a bloc contre bloc. Or, on sait qu'Emmanuel Macron est dans une logique de destruction de l'offre politique des blocs. Il a détruit la gauche, puis il a détruit la droite, et il voudrait continuer de détruire l'offre politique française. Eh bien, aujourd'hui, il n'est pas en situation de le faire. Il n'a pas la légitimité politique pour le faire après le vote des Français aux élections législatives. Donc, de deux choses l'une, où une coalition émerge entre les centres droits et la droite, où Lucie Castet sera nommée Première ministre. Je voulais juste faire une toute petite remarque. Il a également contribué à détruire sa propre force politique. Parce que je rappelle qu'en 2022, il a perdu près de 100 députés. Et qu'en 2024, 70 à peu près. Donc 170 députés sont tombés au champ d'honneur en 2 ans. De par, j'allais dire, ces lacunes, le fait qu'il n'ait pas fait campagne en 2022, le fait qu'il ait provoqué cette dissolution totalement surprenante en 2024. Et quand je dis surprenante, je ne veux pas utiliser d'autres mots. Mais voilà, il contribue en fait à la destruction de toutes les forces politiques, y compris la sienne. Est-ce qu'il vous donne le sentiment d'être très isolé aujourd'hui ? Oui. Emmanuel Macron ? Oui, globalement, oui. D'abord, il est isolé par son image dans l'opinion. Sa popularité, à la veille des élections législatives, était tombée en dessous de 30%. Je ne pense pas qu'elle se soit fondamentalement remontée depuis. Donc déjà, un chef de l'État qui aussi est un peu isolé par le problème du 2e mandat, qui ne trouve pas sa grande direction.
On ne voit pas bien, depuis qu'il a été réélu, quel est exactement le grand objectif que le chef de l'État s'est donné à lui-même. Est-ce que c'est le renouveau des services publics? Gabriel Attal et lui ont beaucoup communiqué là-dessus. Est-ce que c'est la réduction des déficits publics? Est-ce que c'est les questions régaliennes? Voilà, on ne sait pas bien où est la principale priorité du deuxième mandat. Donc ça aussi, ça isole. Et puis un chef de l'État qui, effectivement, semble assez démuni en termes de ressorts partisans, en termes de ressorts dans le pays. Ça vient d'être rappelé. La machine qu'il avait construite en 2016, le parti En Marche, aujourd'hui, son nombre d'adhérents a beaucoup fondu, puisqu'ils étaient montés à l'époque à pratiquement 400 000 membres du parti. Aujourd'hui, on doit être autour de 30, 40 000, 40 ou 50 000. Les élus. Voilà. Les relais chez les élus, on voit que beaucoup de députés qui sont tombés au champ d'honneur ou qui ont eu beaucoup de difficultés n'y ont pas pardonné. Son Premier ministre, aujourd'hui, il semblerait que le lien qui est normalement sous la Ve République tellement important entre le président et le Premier ministre, démissionnaire. Le lien ne fonctionne plus. Donc voilà, effectivement, un chef de l'État qui se retrouve un peu seul face à lui-même et face au choix qu'il a fait, effectivement, de ne pas faire campagne en 2022 et de ne pas... d'avoir fait cette dissolution sans préparation, fondamentalement. Et en même temps, Ensemble, Modem et Horizon, ils ont 163 députés, donc ils sont tout de même la deuxième force politique du pays, Julie Martinez. Oui, mais grâce à qui? Parce qu'une des faiblesses également de l'ex-majorité, c'est d'avoir été élue grâce à des désistements d'une coalition qui aujourd'hui apparemment ne fait plus partie de l'arc républicain. Il y a quand même 35 députés de l'ex-majorité qui ont été élus grâce à ce désistement-là. Et c'est vrai que... L'inverse aussi, et il y a eu un certain nombre... Il y a eu un certain nombre, mais il n'est pas aussi conséquent. Donc, bon. Et c'est dans une moindre mesure. Oui. Voilà. Dans une moindre mesure. Alors, qu'est-ce que ça signifie sur, justement, un gouvernement potentiel de Lucie Castet? Donc, ce n'est plus seulement une problématique de casting, c'est bien ce qu'on voit, c'est une problématique maintenant donc de programme. Un programme donc, qui est qualifié de programme de rupture, justement, Julie Martinez. On peut y revenir. Un SMIC à 1 600 €, l'abrogation de la réforme des retraites, une taxation des plus riches. On évoque 120 à 150 milliards d'euros de hausse d'impôts. Donc, c'est un programme effectivement de rupture. Donc, c'est probablement la raison pour laquelle Emmanuel Macron ne souhaite pas la nommer Premier ministre. Oui, mais alors dans ces cas-là, pourquoi avoir dissous l'Assemblée nationale et pris le risque qu'une autre majorité, qu'une autre coalition arrive en tête avec un programme différent? Effectivement, d'un point de vue économique, oui, on va arrêter la politique de ruissellement, oui, on va revenir sur la question de la retraite. Oui, mais pourquoi avoir dissous l'Assemblée nationale dans ce cas, ce n'est pas pour faire ce jeu-là démocratique, tout simplement d'offrir quelque chose d'autre, d'offrir, on y reviendra sûrement, c'est d'ailleurs un des arguments aujourd'hui du patron du MEDEF, que de dire c'est pas possible, la France sera à feu et à sang parce que le programme est trop différent. Le programme, enfin, je veux dire, encore une fois, le NFP a été élu sur un programme, alors certes, pendant une campagne qui a été extrêmement courte, c'est aussi un point. Et avec des voix centristes. Avec des voix centristes, mais ils sont arrivés en tête. Donc le jeu démocratique ferait qu'il doit nommer quelqu'un pour mener à bien ce programme-là, tout en menant des coalitions, des alliances, en négociant point par point, à la fois avec les forces patronales, les forces syndicales, pour que les choses se passent au mieux. Mais il n'avait pas qu'à dissoudre l'Assemblée nationale s'il ne voulait pas un autre programme potentiellement applicable après ces 7 années de gouvernement. On va puisque vous l'évoquez, on va l'écouter justement, Patrick Martin, le patron du MEDEF. C'était ce matin chez nos confrères de France Inter. L'économie, d'une manière générale, je le redis, c'est vrai pour les particuliers comme pour les entreprises, l'économie n'aime pas l'indécision, elle aime encore moins les menaces. Donc les chefs d'entreprise sont inquiets, il ne faudrait pas les rendre fébriles avec un flou politique qui dure trop longtemps, et puis surtout une offre politique, des décisions politiques inappropriées au regard de nos intérêts économiques. S'il y a plus d'impôts, si on charge la barque en annulant la réforme des retraites, en augmentant le SMIC à la seule charge des entreprises, etc., immanquablement, ça va impacter les décisions des entreprises. Il y aura moins d'argent dans les entreprises pour embaucher, il y aura moins d'argent pour investir et il y aura moins d'argent pour augmenter les salaires. Virginie Legare, c'est vrai que les journées du MEDEF qui ont lieu aujourd'hui et demain n'ont pas invité de politique cette année, c'est la première fois. Bruno Le Maire a fait une apparition, mais personne ne parle, puisqu'il s'agit d'un gouvernement démissionnaire. On voit bien que le patron du MEDEF, en tout cas les entrepreneurs sur place, sont inquiets. Patrick Martin parle d'ailleurs d'une dissolution qui a fait perdre un trimestre d'un point de vue économique. Il dit qu'il y a eu un record du nombre des faillites, mais il est totalement opposé également à ce programme de gauche.
Oui, en cela, il est totalement raccord, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, avec la politique menée par Emmanuel Macron depuis 7 ans. Emmanuel Macron, il a mené une politique qui a évidemment été dans le sens de ce que réclamait, je ne sais pas comment on peut l'appeler, Marine Le Pen dirait l'establishment. Exactement dans ce sens-là. Politique de l'offre, ils disent. Voilà. Et lui dit, si on doit suspendre la politique de l'offre, on le payera cash. Et je crois que c'est même son expression. Et la France se déclassera. Donc l'avertissement est clair. Et d'ailleurs, j'ai entendu un représentant des toutes petites entreprises dire que le nombre de déclarations de faillite des toutes petites entreprises était record. Donc on voit bien qu'il y a des difficultés, qu'il y a peut-être même un vent de panique. Mais encore une fois, ça devrait même inciter à Emmanuel Macron à sortir de ce blocage. Parce qu'il peut le présenter comme il veut. Toute cette trêve autour des Jeux Olympiques était peut-être utile, mais il aurait pu agir avant. Et là, maintenant, il faut qu'il agisse, parce qu'à force d'hésiter, à force de tourner, pourquoi, par exemple, n'a-t-il pas fait surgir une alternative à Lucie Castet? Pourquoi? Alors, on a eu des noms comme Xavier Bertrand, oui, alors justement, on revient un petit peu sur... Monsieur Barnier, qui eux-mêmes, d'ailleurs, parfois disaient « moi, je sais pas, j'ai pas été consulté, j'ai même pas Valérie été prévenue. » Pécresse, c'est un nom qui ressort. Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen. Tout ça a été jeté en pâture à l'opinion publique, qui n'a d'ailleurs pas tellement rebondi ni pris la balle au bond. Mais enfin, on voit bien qu'il n'y a pas eu de construction solide d'une coalition alternative. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce que va décider Emmanuel Macron, mais Laurent Wauquiez vient de lui dire, nous, on ne participera pas à un gouvernement, on veut bien un pacte législatif à l'Assemblée nationale sur des textes qui nous conviendraient. Donc, il lui reste quoi comme alternative? Peut-être un centre-gauche, mais qui c'est le centre-gauche? Qu'est-ce qui reste du centre-gauche? Donc, il a peu de cartes à jouer, mais je pense surtout qu'il ne se résout pas à les jouer. Il n'y arrive pas. Il y a quelque chose de l'ordre de l'auto-empêchement. Il n'arrive pas à jouer les cartes qu'il a jouées. C'est vrai qu'elles sont assez difficiles pour lui à jouer parce qu'il est en train de se dessaisir de son pouvoir. Et là, c'est sans retour. Enfin, Laurent Wauquiez, que vous citiez, il va voter une motion de censure contre le gouvernement si Lucie Castet était nommé. Comme d'ailleurs l'ensemble de la droite, peut-être une partie de la Macronie, on ne sait pas très bien. Là, je vois une déclaration de Gabriel Attal. Il parle de simulacre d'ouverture et une tentative de coup de force de la part de Jean-Luc Mélenchon. Ouais, ces termes. Non, mais en fait, les choses, encore une fois... En fait, la problématique, c'est tout de même un gouvernement... Comment un gouvernement minoritaire, parce que ça serait le cas si effectivement Lucie Castet était nommée, comment un gouvernement minoritaire pourrait-il gouverner en France? Un gouvernement avec une majorité relative. Rappelons que c'était le cas entre 2022 et la dissolution. Même si elle était beaucoup plus importante, il lui fallait quand même des voix d'appoint. Donc, effectivement, on pourrait imaginer une autre coalition, qui est celle qui a voté la loi immigration, par exemple. Mais à ce moment-là, ça veut dire clarifier la relation avec le Rassemblement national. Et c'est le Rassemblement national qui serait au cœur des débats. Une autre possibilité, et on peut entendre de ce point de vue le responsable du MEDEF un peu comme ça, qui nous explique que dans cette situation de crise politique, le primat doit aller à l'économie, comme s'il n'allait pas en permanence à l'économie, et comme si le primat dans une situation comme celle-là n'était pas le respect de la démocratie et de l'état de droit. Eh bien, ce serait de dire, puisqu'on est dans une situation de crise, je vais nommer un ministre technicien. Et ça, je pense que ce serait une erreur dramatique, d'abord un déni de démocratie, mais par ailleurs, ce serait un cadeau incroyable fait au Rassemblement national. Or, la leçon principale de ces législatives, du second tour en tout cas, c'est qu'une très large majorité de Français a dit non au fait que le Front National le Rassemblement National accède au pouvoir. Donc là, on serait vraiment face à un double déni du vote, ce qui nous conduit vers des choses extraordinairement compliquées. Et une contradiction folle aussi. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'avoir une alternative à Lucie Castet? Parce que ce qui est vraiment compliqué, d'abord, dans le raisonnement du chef de l'État, lui dit que personne n'a gagné les élections législatives, et au fond, lui, on a presque le sentiment qu'il nous dit que le moment est presque optimal pour faire renaître de ses cendres le vrai projet macroniste, qui est la coalition des centres. Effectivement. Des centres. Des centres, disons-le. Et effectivement, on a un Emmanuel Macron qui essaie de faire rentrer dans la boîte du macronisme le résultat de ces élections législatives en disant regardez ce qu'ont dit les Françaises et les Français. Alors que c'est le contraire. Voilà. Et donc il y a une sorte de... Il ne parle pas du tout de la même chose avec le nouveau Front populaire. Et par ailleurs, quand même, l'ensemble des acteurs a quand même du mal avec l'idée de la coalition, y compris le chef de l'État. Voilà, l'idée de la coalition, c'est-à-dire, au fond, si on était dans un système proportionnel que beaucoup appellent de leur vœu, personne n'est majoritaire et les différentes forces politiques seraient bien obligées de se réunir et de voir sur quels aspects de leur programme elles sont prêtes à faire des compromis
des concessions, mais là, on n'est pas du tout dans compromis et concessions. Pardon, je vous interromps, mais là, il y a une information de l'Élysée là qui nous parvient à l'instant. Emmanuel Macron écarte l'option d'un gouvernement du nouveau Front populaire au nom de la stabilité institutionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'on est en pleine crise institutionnelle. Donc, ça veut dire, en tout cas, pas de Lucie majeure. Castet. Ça veut dire pas de Lucie Castet, en tout cas, au poste de Premier ministre. Il dit depuis le début. Il a cette position depuis le début. C'est gravissime. Enfin, c'est une situation. Je pense que c'est une situation gravissime. Je pèse mes mots. Il lancera mardi, donc demain, de nouvelles consultations avec les responsables des partis et des personnalités. Voilà ce qui nous parvient à l'instant. On tourne en rond, parce que qui se souvient aujourd'hui des rencontres de Saint-Denis enfin, je ne sais pas. On peut effectivement convoquer indéfiniment les gens du matin au soir et du soir au matin, qui d'ailleurs ne cessent de lui dire exactement la même chose. Moi, depuis quelques jours, j'entends ce que j'entendais il y a un mois, mais quasiment mot à mot, c'est du copier-coller. Donc je ne sais pas, de nouvelles consultations, pourquoi faire ? En fait, si lui veut se mettre au centre du jeu, mais c'est à lui de proposer un nom de Premier ministre, c'est à lui de construire une coalition. Mais c'est peut-être ce qu'il a l'intention de faire. Mais non, parce qu'il ne cesse de dire aux forces politiques qu'il reçoit, bon, alors qu'est-ce que vous me proposez ? Vous n'êtes pas d'accord, donc on va décaler encore l'échéance. Il a demandé à Lucie Castet comment vous arriveriez à résoudre la crise de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, là, on est... Et il préfère dire non Lucie Castet plutôt que dire oui à quelqu'un d'autre. C'est quand même une drôle d'attitude. Ce n'est pas constructif du tout. Qui pourrait être en fait cette alternative, puisqu'on comprend bien, nouvelle consultation demain. Ça devient très compliqué parce que toutes les personnalités qu'on a citées ou dont le nom a fuité, bon, ce sont des personnalités... Alors Bernard Cazeneuve déjà, pourquoi pas lui ? Oui, c'était un des noms qui était possible parce que Emmanuel Macron incarne un peu le centre et un socialiste centriste. Il aurait pu dire, j'ai été pioché à gauche. Voilà. Chez un ancien membre du Parti socialiste qui a été Premier ministre de François Hollande. Donc il aurait pu dire, je respecte on va dire ce qui s'est passé, l'orientation des élections législatives. Mais à force d'avoir laissé ces noms circuler pendant longtemps. Et puis François Hollande, il est au nouveau Front populaire maintenant. Voilà, il leur a coupé les ailes sans doute aussi. Ça devient beaucoup plus compliqué pour ces personnalités aujourd'hui d'arriver à trouver une solution et de fédérer autour d'elles. Julie Martinez, il y aura peut-être des noms qui vont surgir. Demain, consultation, de nouveaux noms. Alors, oui, mais alors on parlait aussi de Jean-Dominique Sénard, ça aussi c'est le patron de Renault, donc quelqu'un qui serait issu de la société civile. L'ex-majorité a passé des jours et des semaines à reprocher au nouveau Front populaire de ne pas choisir une candidature commune. Une fois qu'une candidature commune est enfin choisie par la coalition, on lui reproche de ne pas être à la hauteur. Alors voilà ce qu'il lui reproche. Emmanuel Macron exhorte le Parti socialiste, les écologistes et le Parti communiste à coopérer avec les autres forces politiques. Donc il reproche cette union finalement de la gauche qui inclut les insoumis. Ça n'a jamais été une condition à la nomination d'un Premier ministre. Pourquoi aujourd'hui le président de la République en fait une condition au prétexte qu'il faut assurer la stabilité institutionnelle, tout comme on fait passer de nombreux décrets au prétexte qu'il faut assurer la continuité des affaires courantes. Il faut à un moment donné quand même sortir de ce déni. Il a la clé quand même pour sortir de ce blocage institutionnel qu'il a lui-même créé seul dans sa tour au soir de l'élection législative. Il faudrait qu'il reconnaisse sa défaite. Il est dans le déni. À la fois, il faudrait qu'il reconnaisse sa défaite, mais plus que la défaite électorale, parce que la défaite électorale, il l'a reconnue. C'est une défaite beaucoup plus presque idéologique. C'est-à-dire c'est le logiciel même du macronisme qui est en cause, puisque s'il reconnaît que la gauche peut gouverner, mais alors ça veut dire que son projet de départ, au fond, de neutraliser la gauche et la droite, eh bien, est réduit presque à néant. Ça veut dire qu'il a voulu tout détruire, mais qu'il n'y est pas parvenu, et que le résultat de ces législatives, c'est le retour du clivage droite-gauche. Ce qui, de mon point de vue, est la meilleure des nouvelles si on veut empêcher un jour le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Oui, mais ça pose toujours la question. Le retour du clivage droite-gauche, le retour d'une certaine gauche et d'une certaine droite. Parce que quand on regarde les blocs tels qu'ils sont constitués, il y a un bloc très puissant du Rassemblement national et un bloc très puissant du nouveau Front populaire, mais qui est quand même dirigé politiquement par la France insoumise. Celui qui prend la parole à chaque fois, c'est Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fixe la ligne... Je ne suis pas d'accord. C'est la vérité. Si vous me laissez aller jusqu'au bout, et après je vous laisse parler. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a parlé au soir du premier et du deuxième tour. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a dit que Lucie Castet pourrait former un gouvernement sans les députés de la France insoumise. Les autres familles politiques n'étaient même pas au courant. Donc c'est lui qui fixe la ligne. Donc on voit bien qu'il y a une radicalisation du paysage politique à laquelle probablement Emmanuel Macron n'avait pas du tout pensé. Et que là, il
il se retrouve avec très peu de ressources vives à sa disposition. Mais il a détruit lui-même ses forces vives. Il a détruit systématiquement tout ce qui pouvait encore exister. Il n'existe plus rien aujourd'hui. Le mot cendre qui a été prononcé tout à l'heure par Bruno Cossa, on est dans un paysage, je trouve, 7 ans après une promesse qui était extrêmement séduisante, qui était extrêmement attirante pour les Français, on est dans un paysage, d'incendie, de cendres, c'est terrible à voir. C'est vraiment un spectacle désolant. Sylvain Bondon, donc ça n'est pas la France insoumise qui domine le LFI. Je ne partage pas cette analyse dans la mesure où précisément ce qu'a sous-estimé Emmanuel Macron, c'est que c'est la capacité de la gauche à se recréer. Il l'avait détruite, mais elle s'est recréée. Il ne s'attendait pas à ça. Le nouveau Front populaire est quand même assez spectaculaire dans sa capacité. Et je crois que c'est par ailleurs, exactement comme a été le programme commun dans les années 70, une machine inventée pour détruire la France insoumise, comme le programme commun a été une machine qui a permis de détruire l'influence du Parti communiste. Donc je ne crois pas du tout. Mélenchon essaye d'exister tant bien que mal, mais il a bien compris que le nouveau Front populaire est le moyen pour la gauche de régler l'hypothèque Mélenchon. Vous êtes d'accord, Bruno Cossa ? Parce que Jean-Luc Mélenchon a tout de même proposé, lui, une destitution Emmanuel Macron. Ça, c'était il y a 3-4 jours. Donc avant de dire il n'y aura pas d'insoumis au gouvernement, il a proposé... L'article 60, il n'a aucune chance d'aboutir, il le sait très bien. Jean-Luc Mélenchon continue d'utiliser le registre de l'insoumis. Au fond, fondamentalement, il va toujours un cran au-dessus. Mais c'est vrai que, d'où son constat dans les données des grandes enquêtes sociologiques qu'on réalise, on a toujours dit qu'il était absurde qu'un chef de l'État, fût-il jeune et talentueux comme Emmanuel Macron lorsqu'il émerge, annule un clivage. C'est empiriquement. Ça se décide pas, oui. Le clivage gauche-droite a continué d'exister. Nous, on a analysé dans les enquêtes du Cevipof les préférences de politique publique pendant toutes ces dernières années. Quand on demande aux Françaises et aux Français où est-ce qu'ils veulent plus de dépenses publiques, moins de dépenses publiques, autant de dépenses publiques, éducation, santé, police, justice, c'est très clivé gauche-droite. C'est très clivé gauche-droite. Donc ça continue d'exister. Et la vie politique française, elle est en plusieurs dimensions. Mais là, vous avez 3 forces politiques à l'Assemblée. Donc c'est plus vraiment... La tripartition, qui elle est là depuis de nombreuses années, en fait, dans un espace qui a plusieurs dimensions idéologiques. Voilà, est-ce qu'il est toujours maître des horloges, Emmanuel Macron ? En tout cas, il fait comme s'il l'était. Et on revient sur la question du déni. C'est la même chose que Gabriel Attal qui envoie ses lettres concernant les dépenses ministérielles et les prévisions, les plafonds, vous savez, pour les budgets en 2025. On envoie des lettres à des ministres démissionnaires en faisant comme si de rien n'était. Alors que ces ministres-là ne seront même pas, sûrement pas, au gouvernement l'année prochaine. C'est tout sauf... Et pourquoi le fait-il d'ailleurs ? Parce que là, l'idée, c'était effectivement Gabriel Attal qui a envoyé ses lettres plafond aux différents ministères, qui implique un gel des dépenses de l'État en 2025, donc a priori une économie de 10 milliards d'euros. Par rapport au budget précédent. Est-ce que c'est une étape finalement dans le projet de loi de finances 2025 ? C'est normalement une étape hyper importante dans le cadre du processus budgétaire. Mais encore une fois, on fait comme si de rien n'était. Et c'est là où c'est grave, parce qu'il faudrait juste nommer un nouveau Premier ministre pour pouvoir constituer un gouvernement et envoyer ces lettres de plafond à des ministres de plein exercice. Là, aujourd'hui, on justifie de la bonne gestion des affaires courantes pour faire passer des décrets, pour faire passer des projets qui ne devraient pas être passés. Et ça peut donner lieu à de vraies dérives. Ça peut donner lieu à de vraies dérives démocratiques. Pourquoi ? Parce que ce gouvernement de gestion des affaires courantes, il agit comme un gouvernement de plein exercice, mais sans responsabilité devant le Parlement. Sans responsabilité devant le Parlement. Ça devrait quand même alerter les Français. Et en étant membre du Parlement. Et oui, parce que la question de la concomitance aussi. La question de la séparation des pouvoirs n'est plus respectée. Exactement, qui est quand même prohibée sous la Constitution. C'est une crise institutionnelle majeure ce que nous traversons. Je pense que moi je suis frappé par la difficulté qu'ont les médias à prendre la mesure de ce qui se passe depuis le 7 juillet dans ce pays. D'ailleurs, les médias français, parce que les médias étrangers sont beaucoup plus affûtés. Les médias étrangers disent après tout la France peut se passer d'un gouvernement. En Belgique, ils s'en sont passés. Non, on lit des médias étrangers qui sont très inquiets pour la démocratie française. Vraiment, des médias de gauche comme de droite, dans de nombreux pays européens, ont un regard beaucoup plus affûté, à mon sens, que les journalistes politiques français, qui sont peut-être un peu trop myopes, un peu trop le nez dans le guidon, en quelque sorte.
Emmanuel Macron a Vous êtes toujours... visé là. Bah peut-être. Mais Moi, je ne pensais pas spécialement. Je le prends volontiers si je suis visée. Mais Emmanuel Macron a toujours un peu méprisé les députés, méprisé les partis, son propre parti d'ailleurs, méprisé les corps intermédiaires. Il n'a jamais considéré que ça comptait, il n'a jamais considéré que c'était intéressant. Et bien, résultat des courses aujourd'hui, il n'a plus rien aujourd'hui pour l'aider à gouverner, à avancer. Il n'a plus aucun partenaire. Il est très seul. Et il est seul, mais il a créé sa propre solitude. Et là, il est au bout d'un système qu'il a lui-même amorcé et je pense qu'il estimait pouvoir être maître du jeu jusqu'à la fin. Et là, il n'est plus du tout maître du jeu. Il est pris au piège, il s'est pris les pieds dans le tapis. Et là, il va falloir qu'il en rabatte, qu'il nomme quelqu'un, qu'il accepte une cohabitation, qu'elle soit forte, moins forte, légère, tendue. Avec la difficulté d'un gouvernement minoritaire, encore une fois. De toute façon, relative. Et puis il se passera ce qui se passera, le gouvernement sera renversé, il y en aura un deuxième, un troisième. Mais ça peut durer pendant un an, ça. Oui, la prochaine distribution. Au moins, on aura respecté la démocratie. Mais il y a eu un résultat. Les électeurs se sont mobilisés. Je crois qu'il y a eu 8 millions de plus d'électeurs au premier tour. Ils ont voté dans un grand élan de civisme. Il faut quand même remarquer qu'ils se sont comportés d'une façon très civique, très propre, très nette. Et ça fait 50 jours qu'on les laisse en carafe. C'est pas bien, c'est pas respectueux. Ça peut durer encore longtemps ou pas, Bruno Cotresse, ce gouvernement démissionnaire? On parlait de ces lettres plafond. Clairement, pour reprendre ce qui était dit, effectivement, qu'il y a un vrai problème, il faut quand même rappeler que le Conseil d'État a eu l'occasion à plusieurs reprises de se pencher sur la question du gouvernement qui expédie les affaires courantes en réfléchissant et en ayant quand même pas mal de doctrines sur que veut dire les affaires courantes, le domaine des affaires courantes. Donc il y a toute une jurisprudence du Conseil d'État qui est sur ces questions. On vit quand même dans une démocratie avec des institutions. Les lettres plafond entrent dedans. Voilà. Donc je me doute que le gouvernement a dû quand même prendre soin de ce qu'en penserait le Conseil d'État avant d'agir. Mais tout ceci traduit au fond le point faible du macronisme depuis le début. En 2018, avec 3 collègues, on avait étudié les adhérents de La République En Marche. Et on voyait que l'une des conclusions de notre enquête, c'était que ce qui unissait ce parti, c'était ce qui divisait les autres. La question de l'Europe et la question du leadership. Et la question du leadership de Macron était tellement importante qu'on voyait que ça remplaçait un corps de doctrine. Il n'y a pas de corpus idéologique de ce que c'est le macronisme. Et donc c'est une sorte d'adaptation, on va dire, à des situations. Mais là, maintenant, ce pragmatisme a atteint ses limites. Et comme Emmanuel Macron ne peut pas théoriser ce qu'il est en train de vivre et ce que le pays vit avec lui en termes idéologiques et de corpus idéologique, on a un sentiment un peu de confusion, de pas bien savoir où on est, quoi. Merci en tout cas Emmanuel Macron, donc je le redis, qui exhorte le PS, les écologistes et le PCF à coopérer avec les autres forces politiques. Donc ce communiqué de l'Élysée qui va donc consulter plus de formations politiques dès demain. Donc pas de déclaration, puisqu'on attendait d'ailleurs à une prise de parole, pas de déclaration ce soir d'Emmanuel Macron, mais donc de nouvelles consultations demain. Merci beaucoup Julie Martinez, merci Virginie Leguet, merci Bruno Cotresse, merci à vous Sylvain Bourmont d'avoir participé à ce débat que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve demain